Bien, nous allons commencer. Je vous redonne encore la bienvenue, mais on va conclure ce colloque assez dense, mais très très intéressant parce qu'on a été ravis de vous avoir si nombreux. On va conclure avec, comme vous le savez, Judith Revel et Étienne Balibar. Contrairement à l'ordre qu'on avait publié, c'est Étienne Balibar qui va s'exprimer d'abord sur une intervention portant le titre Le travail, la vie, le langage, l'au-delà de Marx proposé par Tony Negri et le capitalisme absolu. Je ne vous dis pas ce qu'il a fait. C'est une blague. Ça lui ressemble beaucoup. Donc, vous avez 30 minutes, Monsieur Balibar. Merci d'être venu. Et à vous la parole. Je vous demande juste de parler bien près du micro. Vous m'entendez, ça marche? Oui. Bon, d'accord. Merci beaucoup, chère présidente. J'ai proposé. Comment? Oh. Vous l'avez dit, c'est capté. J'ai proposé à Judith une inversion de l'ordre qui avait été un peu arbitrairement porté sur l'affiche, non pas du tout parce que je veux parler avant elle, mais parce que je souhaite qu'elle parle après moi. C'est un plaisir, c'est un honneur, c'est une émotion pour moi, comme pour beaucoup ici, bien sûr, d'être là aujourd'hui pour parler, échanger, discuter de l'œuvre, de la personne, j'ai envie de dire de la figure de Tony, à condition que ce mot, évidemment, ne soit pas pris comme le synonyme d'une statue. Je le sens tellement, tellement présent, tellement, tellement vivant. Bon. Alors effectivement, j'avais proposé un titre parce que j'avais l'idée d'un sujet à traiter en conversation virtuelle avec lui. Mais les choses ne se sont pas tout à fait passées comme je l'imaginais, ce qui est toujours le cas du point de vue de la préparation. Is it okay for the translation? I'm sorry I couldn't give you a text because I don't have one. Donc, au lieu de me mettre devant la fameuse machine à écrire, ou le computer, et de rédiger quelque chose, dans le temps dont je disposais, j'ai eu envie de faire autre chose, de préparer une causerie plutôt qu'une conférence. Et je me suis mis à relire des textes de Tony, et même, je dois l'avouer, à lire des textes de Tony que je n'avais jamais lus. Bon, il y en a tellement. Et j'y ai découvert évidemment des choses dont je me souvenais, mais aussi d'autres qui n'avaient pas frappé mon attention de la même façon. Et je me suis mis à réfléchir à tout cela et je me suis dit que j'allais vous présenter simplement les questions qui me sont venues à l'esprit, quelques-unes des questions qui me sont venues à l'esprit autour de 4 ou 5 thèmes. Et il est entendu qu'on me coupera quand l'heure sera venue, c'est bien naturel. Et puis je suis très conscient aussi du fait que je vais repasser par des trajets sur des chemins qui ont déjà été, bien entendu, abondamment explorés et discutés au cours de ces 2 journées. Bon. Alors, je m'accroche à des mots. Le premier, c'est au-delà, puisque c'est dans le titre du colloque, Negri au-delà de Negri, oltre, beyond, c'est pas toujours tout à fait exactement les mêmes connotations d'une langue et l'autre, faisant écho à ce très grand livre, difficile pour moi en tout cas, qui incontestablement a changé quelque chose de fondamental, soit immédiatement, soit dans mon cas plutôt après coup.
sous forme de retour en arrière périodique dans notre façon de lire Marx, de comprendre, d'essayer de nous en servir. Et je me suis demandé quel genre de lecture de Marx correspondait à l'usage de cette préposition. C'est presque évident. Peut-être dans ce que je vais dire aujourd'hui, il y aura trop d'autoréférences, tant pis, j'espère qu'elles ne passeront pas pour de l'arrogance. C'est la nécessité de fixer ses repères en même temps qu'on s'adresse à l'autre. Bon. Alors, je me suis dit que l'école qui s'était formée autour d'Althusser quelques années avant, que Tony connaissait très bien, naturellement, bon, euh, et dont j'avais fait partie comme jeune disciple ou comme jeune étudiant, avait hérité de lui et cherché à imiter un mode de lecture auquel il avait donné un nom frappant, la lecture symptomale. Lire dans le texte de Marx les symptômes de quoi? De son inachèvement, de sa différence, et le cas échéant aussi, bien sûr, si possible, de sa transformation possible. Ça n'est pas étranger à Tony, mais quand même, ce terme n'est pas celui qui nous convient. J'ai donc essayé d'en trouver un autre, et celui qui m'est venu à l'esprit, c'est que Tony pratique une lecture spectrale de Marx. Alors, vous allez me dire, bon, il va nous injecter du Derrida. Laissons ça de côté. C'est pas idiot, mais pas de côté. Bon. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Bon, je veux dire par là qu'il me semblait, je ne sais pas si vous avez le même sentiment, que la lecture de Tony, qui est en même temps une transformation, quelquefois une traduction, et j'ai trouvé cette expression sous sa plume, consiste souvent et peut-être même systématiquement à insérer un texte sous un autre, ou à faire entrer une autre terminologie sous celle de Marx, non pas pour la remplacer purement et simplement, mais pour la comprendre, pour l'interpréter. Alors, qu'est-ce qu'il s'agit d'insérer ainsi de façon spectrale dans le texte de Marx? Je dirais fondamentalement, c'est le communisme. C'est-à-dire que le texte de Marx dans le Capital, et plus généralement d'ailleurs, comme nous le savons, Marx l'a répété souvent, ici n'est pas tenu constamment, heureusement, bien sûr, évidemment, mais parle très peu du communisme. Il en dit le moins possible. Et il me semble qu'au contraire, le sens de la lecture de Tony, c'est de nous suggérer que Marx ne parle que de cela. Alors évidemment, la question est de savoir sous quelle modalité. Bon. Il en parle où il fait parler Marx du communisme, d'abord en le ramenant, c'est la grande opération révolutionnaire, en le ramenant en deçà de la lettre qui a été canonisée, donc en particulier, tout particulièrement du texte canonique du Capital, qui n'est pas question d'ignorer ou de négliger, vers celui qui l'avait précédé, les Grundrisse, qui en était l'ébauche, mais qui comportait suffisamment d'incertitudes et de points d'hérésie, comme il m'est arrivé de dire en empruntant une terminologie à Foucault, on vous le fasse, c'est-à-dire d'ouverture, de bifurcation possible, d'avenir encore indéterminé et éventuellement contradictoires entre eux ou alternatifs, pour pouvoir, à partir de cela, évidemment, rouvrir l'interprétation du texte canonique et se projeter vers l'avenir que tantôt il rend possible, tantôt au contraire il bloque. Le communisme, évidemment, ça veut dire aussi la révolution, mais j'y reviendrai, j'essaierai d'y revenir un peu plus tard. Alors ceci, abrégeons, parce qu'autrement ça sera beaucoup trop long,
a deux conséquences, ou peut se percevoir sous deux modalités. Je dirais d'abord que Legris, évidemment, ne méprise pas l'idée de la critique, en particulier celle de la critique de l'économie politique, mais elle lui semble insuffisante, incomplète, et d'une certaine façon trop prudente. Il manque à l'idée de critique, telle que Marx l'a pratiquée, l'explicitation de son contenu, de son style et de son objectif politique. Ce qui peut se traduire de façon beaucoup plus nette par une autre formule, du genre, sans doute dans le Capital, est-il question explicitement de la lutte des classes ou de différentes formes de la lutte des classes. Mais la globalité, la totalité des formes de la lutte des classes qui donne son sens à l'objectif politique du prolétariat est d'une certaine façon étrangement absente de la lettre du Capital, où il n'est pas complètement explicité. Et bien sûr, c'est ce que, dans la lancée et sur l'acquis de la tradition opéraïste, dont il n'était pas le seul représentant, Tony a voulu expliciter et introduire en quelque sorte dans le texte même du Capital. Alors ceci entraîne évidemment des conséquences assez particulières et étranges dans la lecture des textes. Ça entraîne comme conséquence que Tony ne fait pas une lecture littérale. Je serais le dernier à penser, justement parce que j'ai appris ça de lui d'une certaine façon, qu'il ne soit pas question de la lutte des classes dans les Grundrisse. Mais si vous cherchez les mots qui la nomment, ils ne sont pas plus présents que dans le Capital. Hein. Donc, d'une certaine façon, je serais tenté de dire, Tony les a inventés. Hein, il les a inventés pour Marx. Mais il a eu raison de le faire. Bon. Et l'autre façon possible de formuler les choses, et je m'arrête là sur ce premier point, et à nouveau je pense à Althusser ou à des conversations avec Althusser, hein, bon, c'est que la tradition du marxisme orthodoxe a lu la critique de l'économie politique comme fondation d'une nouvelle économie. Bon. Carlo, qui opine du chef devant moi, en a parlé très bien au cours de la première séance, donc je ne fais d'une certaine façon que le répéter. Bon, alors évidemment, cette nouvelle économie politique avait cette particularité du point de vue des marxistes, et ça vaut aussi bien pour la social-démocratie que pour les bolcheviks et les auteurs soviétiques. Plus encore peut-être pour les auteurs soviétiques, parce qu'ils avaient en tête une application possible de cette nouvelle économie politique à un projet de réorganisation de l'économie de la Russie. C'était une économie politique écrite, pensée, construite d'un point de vue, d'un autre point de vue que celui de l'économie classique, de la classe dominante. Donc, une économie politique, non pas à proprement parler prolétarienne, mais de la classe ouvrière. Hein. Et ce point est tout à fait important parce que dès qu'on commence à toucher à des questions cruciales de l'architecture conceptuelle du capital, on bute sur ce problème. Si on avait le temps, il faudrait faire un séminaire entier là-dessus. D'ailleurs, vous l'avez fait tout au long des années dans ce cadre. Mais la question, évidemment, de la centralité du travail, sur laquelle on a cessé de revenir, la question de savoir pourquoi ce que Marx veut absolument reprendre de l'économie politique classique pour l'absolutiser en quelque sorte, c'est l'idée que la substance de la valeur soit le travail et que le travail soit la dépense même de l'énergie des forces ouvrières. C'est parce que cette idée communique immédiatement avec la centralité politique qui est assignée à la classe ouvrière comme telle
en face du capital et plus généralement dans la perspective de la transformation historique, donc de la transition vers le communisme. Donc ici, il faut jouer serré. L'opéraïsme est négri par-dessus tout dans cette tradition, nous propose de penser qu'il ne faut pas simplement faire une critique de l'économie politique du point de vue de la classe ouvrière, mais il faut faire une critique de l'économie politique ou un discours critique dans lequel l'existence, les modes de vie et surtout les formes de lutte de la classe ouvrière constituent effectivement un élément de la démonstration et de l'analyse théorique. Donc, il faut sortir de l'objectivisme, c'est la grande idée que nous considérons, dans lequel le marxisme orthodoxe avait sombré, non pas en renonçant au point de vue de la classe ouvrière, mais au contraire en l'explicitant, c'est-à-dire en faisant de la classe une force. Je suis trop long déjà, combien de temps? 15 minutes, il faut que j'accélère. Non, pas la moitié de ce que je veux dire. Oui, bon. Alors, deuxième point. Bon. J'ai parlé tout à l'heure de point d'hérésie. Effectivement, je voudrais essayer d'expliciter ce que j'ai ressenti aussi, qui m'est apparu un peu plus clairement en relisant non pas la totalité de Marx au-delà de Marx, mais en relisant quelques chapitres centraux et surtout en essayant de les comparer avec les fameux développements dans les Grundrisse, sur lesquels Tony s'appuie, qui sont en fait dans plusieurs passages, pas seulement le fragment sur les machines, même s'il est particulièrement important, ou celui sur la petite circulation, etc., etc. Bon. Donc, ce qui m'est apparu, c'est qu'en effet, si on se reporte au texte des Grundrisse, où j'ai cru comprendre les choses de cette façon, on peut, et si on les confronte avec celui du capital, on peut voir les choses de façon différente. Tony en a choisi une. On peut voir on peut opérer cette confrontation d'une façon téléologique, c'est-à-dire voir dans les Grundrisse essentiellement l'ébauche de ce qui sera systématisé et complété dans le capital, à condition évidemment, c'est un point très important, de distinguer ou de dissocier des concepts que les Grundrisse fusionnent et d'en introduire d'autres ou d'introduire des questions qui n'y figurent pas. Je pense que cette lecture est légitime, qu'il est tout à fait hors de question de la disqualifier purement et simplement, parce que, comme d'autres, évidemment, et là aussi j'ai envie de me référer à ce que disait Carlo, qui m'a beaucoup frappé dans son introduction du premier jour. Le cœur du capital, ce n'est pas la théorie de la valeur, c'est la théorie de la survaleur, ou plus exactement, c'est la théorie de la valeur en tant qu'elle est elle-même subordonnée et déterminée par la théorie de la survaleur. Autrement dit, ce qui intéresse Marx, ce n'est pas le fait qu'il y ait une possibilité de référer quantitativement l'échange à la dépense de travail socialement nécessaire, c'est le fait que la valeur est toujours déjà le moment d'un processus de valorisation. Ce n'est pas verte, c'est faire verton ou c'est mer verte. Ça, c'est en plein cœur des Grundrisse de façon massive. Ça n'avait jamais existé auparavant, ni chez Marx lui-même, ni chez aucun autre théoricien du capitalisme ou du socialisme. Et ça suffit pour justifier le fait qu'on lise le capital dans le prolongement des Grundrisse. Mais d'un autre côté, il y a aussi une possibilité de lire les Grundrisse contre le capital. Et c'est sur un point très important ce que Tony a fait. Donc il faut identifier la divergence ou la différence, le point d'incompatibilité, si vous voulez. Bon, alors, là encore, pour aller très vite, je ne sais pas si on aura le temps de revenir à la question de téléologie, mais elle est évidemment impliquée dans ceci. La différence fondamentale, me semble-t-il, c'est que
dans les Grundrisse, il n'y a rien, il y a des tendances, mais il n'y a rien qui ressemble à des lois d'évolution. Le capital livre 1 est entièrement construit pour aboutir à l'idée d'une loi d'évolution du mode de production capitaliste. Je ne pense pas qu'on trouve ça dans le capital. Alors, ça tient à quoi? Ça tient au fait que dans les Grundrisse, et Tony, je crois, a mis un accent particulièrement fort sur cet aspect des choses, règne d'une certaine façon un présentisme exacerbé. Je dis un présentisme, mais on pourrait dire aussi un souci de l'actualité. Ça pourrait se dire encore dans la terminologie que, évidemment, Marx emploie constamment et que Tony a tout particulièrement intensifié, un privilège qui est accordé non seulement au travail vivant par opposition au travail mort, ou inversement à son objectivation, à l'objectivation de la valeur produite par le travail et à son accumulation au cours du temps, et à la différentielle même qui se produit dans le moment de l'activité. Ce moment est donc évidemment celui où les connotations et on va y revenir si possible, de l'idée de vie ou de travail vivant sont amplifiées au maximum. Bon, on sait bien que chez Marx, le travail vivant s'oppose au travail mort, comme le travail présent s'oppose au travail passé, hein, etc. Mais dans la lecture que fait Tony, et elle trouve sa justification dans le texte des Grundrisse, le point essentiel, c'est le primat absolu, le privilège, l'autonomie fondamentale qui est accordée à ce présent du travail vivant. Alors, ceci, évidemment, coïncide ou communique ou communique avec une autre thématique dont je ne dis pas qu'elle soit totalement absente du capital final, mais qui néanmoins dans les Grundrisse acquiert une insistance et une valeur d'explicitation tout à fait remarquable. Il y a deux mots en gros pour la désigner, c'est opposition et séparation. Bon. La séparation, évidemment, le thème le plus important peut-être, parce que si on retrace la courbe de ces significations, on part évidemment de ce que le capital, dans sa forme définitive, continuera de mettre au centre, c'est-à-dire l'idée que les travailleurs, salariés, les prolétaires ont été séparés historiquement par un processus extrêmement violent de leurs propres moyens de production, de telle sorte qu'il faut qu'ils les rencontrent à nouveau quand ils seront devenus des travailleurs salariés, donc ils émergeront comme un fragment du capital en face d'un autre. Mais ce que les Grundrisse disent et que le capital ne disparaîtra plus, c'est que cette séparation, d'une certaine façon, dure toujours. C'est-à-dire qu'elle ne disparaît jamais, ou plus exactement, elle est reprise à son compte par la classe ouvrière, par la force qui brandit en quelque sorte son propre dénuement. Il y a ces passages extraordinaires des Grundrisse sur l'antithèse de la pauvreté absolue qui est productrice de richesse. Donc elle est brandie par la classe ouvrière en face du capital qui l'exploite. De sorte que la thématique centrale, même si ces mots figurent dans les Grundrisse de ce texte, c'est pas l'idée qu'il faudra récupérer ce qui a été perdu, mais c'est plutôt l'idée qu'il faut exacerber d'une certaine façon la division ou la séparation qui a été une fois introduite dans l'histoire. Pourquoi? Ben pour produire ce qui sera dénommé de différentes façons, autonomie, auto-valorisation, c'est-à-dire capacité pour le prolétariat, non pas simplement d'exproprier les expropriateurs, mais d'exister en face du capital comme une autre figure historique capable de transformer l'histoire. Bon. Alors évidemment, on pourrait, je sens que
suis à nouveau trop long sur ce point. On pourrait essayer de gloser plus longuement là-dessus, mais on peut aussi sauter à partir de là directement à ce qui est à la fois le plus brillant, le plus glorieux, je suis tenté de dire, dans la lecture de Tony, et quand on y réfléchit, surtout à la lumière du présent, le développement actuel, ceux du capital cognitif, de l'intellectualisation des processus de production et de leur mécanisation sous une forme informatique, devient quand même, c'est ce que je pense, et donc je le dis, le plus problématique. C'est quoi? C'est le fait que, lisant le fragment sur les machines, et encore une fois, tout ceci est explicitement dans le texte de Marx, et il y a 4 pages de suite en plein centre du fragment sur les machines, dans lequel Marx pousse le plus loin possible la description du paradoxe ou de la contradiction. Le capital, dont la valorisation est entièrement fondée sur la possibilité d'extraire de la force de travail un travail abstrait, d'une quantité aussi grande que possible, travaille en fait dans la révolution industrielle, dans l'introduction du machinisme, à rendre ce travail mécanique, ce travail exploité, aussi limité, aussi résiduel, aussi marginal que possible. On peut discuter naturellement sur la question de savoir s'il est absolument, si le machinisme réduit tendanciellement à néant l'intervention des travailleurs, c'est probablement pas vrai, même et surtout dans l'industrie informatique d'aujourd'hui. Mais ce qui néanmoins reste une affirmation frappante, c'est la mise en évidence en dehors, à côté et en dehors du travail d'exécution, de ce travail technologique ou de ce travail abstrait dans un autre sens du terme. Ça joue évidemment un rôle fondamental dans l'argumentation de Tony, qui est en quelque sorte en dehors du présent de l'exploitation, parce qu'il se situe aussi, d'une certaine façon, ailleurs. Bon, alors vous savez que dans le texte de Marx, au fond, il y a 3 possibilités à ce sujet. Bon, dans le texte de Marx, l'argument principal, c'est le capital va pouvoir engranger les profits de la technologie sans rien payer, de façon gratuite, parce que le capital paye le travail individuel de chaque ouvrier, mais pas le résultat de la mise en commun de leurs efforts à l'intérieur d'une structure de coopération de plus en plus scientifique et de plus en plus sophistiquée. La deuxième possibilité, il me semble que c'est celle que Tony, évidemment, avec d'autres, a voulu exploiter, c'est de pousser à bout, au moyen de la description de cette situation, l'idée de la séparation ou de l'intensification de la séparation à laquelle je faisais allusion tout à l'heure. C'est-à-dire de montrer que ce qui se développe en dehors de la sphère de l'exploitation est un travail libre, d'une certaine façon, ou en tout cas un travail qui ne sera jamais complètement réductible aux formes de l'exploitation du capital. Ce qui entraîne une conséquence très étrange dans le texte de Marx, aussi bien que dans le commentaire de Tony, c'est que on oscille en permanence entre la possibilité, j'allais dire la tentation, de décrire ce travail général social ou ce general intellect comme un travail de qualité supérieure, hein, ou au contraire d'expliquer que c'est du non-travail. Que c'est du non-travail. Ce qui prouve que le terme de travail, évidemment, est profondément équivoque et que la signification dans laquelle on le prend, ou dans laquelle on va le critiquer, sera au cœur des interprétations de Marx qui se développeront à partir de ce moment-là. Alors vous savez bien que c'est le point sur lequel les écoles divergent, et naturellement, ce n'est pas purement et simplement une question de mots, c'est-à-dire que si on avait le temps, et on le prend dans tous les séminaires qu'on fait, eh bien, on lit Tony et son interprétation du texte d'un côté, et puis on lit Moïse Poston de l'autre, et même d'autres héritiers de l'école de Francfort qui vont encore plus loin dans le sens de la négativité, on pourrait dire les choses de cette façon, et on dresse ainsi face à face une tendance à décrire le travail social général comme le travail par excellence,
ou une tendance à décrire les mêmes développements historiques comme une liquidation, en tout cas un dépassement des formes historiques du travail. Mais il y a une troisième possibilité, malheureusement, qui est une possibilité un peu plus sinistre, et qui est que ce travail libre, historiquement, ou ce travail apparemment irréductible aux formes classiques de la division du travail, ait été, depuis, entre-temps, systématiquement récupéré par le capital, par l'État, le capital lui-même, c'est-à-dire organisé sous une forme elle-même capitaliste ou passé sous le pouvoir du capital. Bon, alors je n'ai traité que toute petite partie de ce à quoi j'avais pensé. Je vous demande la permission, 7 secondes, ça va être un peu juste, mais donnez-moi une minute, si vous voulez. Je vous demande la permission de faire allusion sans plus, à deux points sur auxquels j'aurais voulu en venir. Le premier, et on en a longuement parlé dans d'autres exposés, concerne la catégorie de la biopolitique, l'idée de l'ontologie biopolitique et l'équation qui est au cœur de cette, équation dans le texte de Denis. Cette équation, tout le monde la connaît, elle n'a rien de mystérieux évidemment. C'est une, c'est, bien joué. C'est une, c'est pas le temps de travail, mais c'est le temps de parole. C'est une équation. Non, je vais m'arrêter. C'est une équation évidemment de ces deux grandes catégories qui sont ontologiques en un sens, mais plutôt, il y a d'abord des catégories anthropologiques, à savoir le travail d'un côté et la vie de l'autre. Il me semble que les choses sont tout à fait claires. Ce qui a permis à Tony de construire une grande ontologie, c'était d'établir la réversibilité de ces deux catégories, c'est-à-dire de montrer d'abord dans un sens et ensuite dans l'autre comment chacune des deux pouvait s'interpréter dans les termes de l'autre. Autrement dit, le travail, c'est essentiellement une puissance de la vie, d'un côté, sous toutes ses formes, et ça permet de généraliser la notion de travail, mais d'un autre côté, la vie est une reproduction d'elle-même, donc d'une certaine façon, la vie est un travail, et par voie de conséquence également, toutes les activités qui concourent à la reproduction de la vie comportent une forme de travail qu'il faut reconnaître comme tel, y compris socialement. Bon. Ce qui est, à proprement parler, la proposition ontologique. Et elle a des antécédents, très intéressant de restituer, dans l'histoire de la philosophie, soit que Tony les ait consciemment utilisés, soit qu'il y ait fait écho de façon indirecte, dans l'idéalisme allemand ou dans ses prolongements à l'époque quasi contemporaine. Je pense en particulier, je lui ai dit ça un jour, il n'a pas dit non, mais enfin, bon, ce n'était pas la comparaison qu'il préférait, à l'actualisme de Gentile. Mais il y a un autre aspect, il y a un autre aspect de cette grande équation que je ne peux pas passer sous silence. C'est pour ça que j'avais proposé ce titre. C'est que si on part d'une problématique anthropologique pour définir l'essence de l'homme, pour essayer de repérer, y compris chez les auteurs matérialistes, les dimensions de l'existence humaine, socialisée, bien entendu, qu'il est impossible de contourner pour essayer de comprendre comment s'exerce le pouvoir et comment on lui résiste. Bon. Il y en a une troisième, c'est évident. Cette troisième, c'est le langage. Et je suis très frappé par la façon dont Tony évite ou repousse la question du langage. J'ai trouvé de ce point de vue un épisode, certains parmi vous connaissent tout ça beaucoup mieux que moi, donc ils pourront me compléter ou au contraire me corriger, que j'ai trouvé particulièrement révélateur. C'est un passage dans un des numéros de la revue Multitude à propos des origines de la notion de capitalisme cognitif,
où Tony évoque l'œuvre d'un de ses proches collègues et camarades aussi, qui est Christian Marazzi. Et il dit, ah là là, ce Marazzi, c'est très intéressant, c'est très fort ce qu'il fait, mais il est victime du tournant linguistique. Il veut tout ramener au langage, il y a inflation du langage, il faut se débarrasser au plus vite de cette orientation. Alors moi, je brusquerai un peu les choses et je dirais, il me semble que le sous-produit, ou la conséquence de l'identification dans une grande problématique ontologique de la catégorie du travail et de celle de la vie, dans les deux sens, ce qui permet de faire sauter les barrières entre la production et la reproduction, le travail productif et le travail improductif, etc. C'est l'ellipse du langage. Si on se demande quelles étaient les bonnes raisons qu'il aurait pu se donner à lui-même de justifier cette ellipse, je pense qu'on les trouverait du côté de Spinoza, mais ça serait une autre discussion encore. Immédiatement, parce que ce que dit Tony dans sa critique de Marazzi, c'est tu es obnubilé par le langage et tu oublies l'affect. Bon. Donc, dans le travail général social, il faut accorder toute sa place à l'affect et ne pas se laisser envahir par la fascination pour le langage. Bon, ne développons pas davantage ce point. Mais évidemment, la question qu'on peut se poser, et de ça, c'est celle que je me pose depuis quelque temps et que j'essaye de communiquer quand l'occasion s'en présente. La question de savoir si l'histoire du capitalisme au cours des 2 derniers siècles, donc dans une grande trajectoire de transformation technologique, de modification des formes du conflit social et de la lutte des classes, et de reconstitution ou de reconstruction périodique du pouvoir du capital sur de nouvelles bases, ne doit pas être caractérisée, ma phrase est un peu compliquée, je me pose la question de savoir s'il ne faudrait pas la caractériser par la succession de 3 moments qui, évidemment, ne se succèdent pas mécaniquement. Hein, donc, on pourrait même dire qu'ils s'additionnent plutôt qu'ils ne se remplacent, c'est-à-dire un grand moment de subsomption ou de subordination du travail, aussi bien manuel qu'intellectuel, comme conséquence de la révolution industrielle, un grand moment, peut-être tenté de décrire en termes foucaldiens, de mise en place du biopouvoir, c'est-à-dire d'assujettissement de toutes les pratiques de reproduction et de préservation de la vie, la médecine et la pharmacie en particulier. Et puis finalement, c'est là que nous sommes aujourd'hui, un 3e moment dans lequel c'est non seulement la communication, mais le langage lui-même qui est incorporé au capital et soumis naturellement par lui à une normalisation et à une mécanisation qui laisse très peu de place en apparence, qui restreint singulièrement les possibilités de la résistance. C'est l'intelligence artificielle et l'informatisation. Je ne dis pas que Tony aurait été incapable d'affronter, d'ailleurs il l'a fait sans doute dans certains textes, la question qui se trouve ainsi posée, mais je me pose quand même la question de savoir si, dans ces conditions, quelque chose de l'ontologie, ou plus exactement, je préfère ce terme, de l'anthropologie fondatrice, ne devrait pas être remis en chantier. Et enfin, le tout dernier point, je sais que j'abuse scandaleusement, le tout dernier point qui nous ramène à mon point de départ, c'est de savoir comment on introduit ou comment on suppose, je dirais, hein, on insère la nécessité de la révolution et du communisme dans la lecture même du capital. Alors là encore, il y a des effets de lecture que je trouve symptomatiques. Le texte sur lequel, dans mes tentatives modestes, personnelles, pour développer l'idée d'un capitalisme absolu, ce qui n'est pas une notion que Tony aurait accusée. Empire, d'une certaine façon, ne parle avec Michael Hart, ne parle que de cela. J'ai été, comme d'autres, amené à faire un grand usage, et dont lui se sert peu, je ne dis pas qu'il l'ignore, mais dont lui se sert peu,
c'est le texte du fameux chapitre inédit du livre 1 du Capital. C'est le texte dans lequel Marx s'approche le plus, me semble-t-il, d'un dépassement de la simple opposition binaire entre la soumission formelle, le salaire, hein, et la soumission réelle, la machine, la transformation anthropologique justement du corps même du travailleur, vers une troisième possibilité qui serait la subsomption totale. La subsomption totale. Bon. Alors, la conséquence de la lecture qu'on peut être amené à faire, et j'avais même poussé la fantaisie jusqu'à proposer ce fantasme, c'est de constater ou de croire constater que si les choses en arrivent là, la révolution n'a plus de possibilité ni de sens. C'est-à-dire que le conflit a été entièrement résorbé. Il y a peut-être encore de la contradiction, mais il n'y a plus, à proprement parler, de conflit, il n'y a plus de classe. Hein, bon. Et j'en avais conclu que, pour cette raison, Marx avait préféré mettre ce chapitre de côté, parce que ça coïncidait très très mal avec l'objectif mobilisateur et militant qui était quand même celui de la publication du livre 1 du Capital. Il me semble que ce qui est intéressant et qui donc me remet au pied du mur et m'oblige à reposer la question. Et c'est bien sûr tout le sens de la substitution de la catégorie de multitude à celle de classe, c'est d'essayer de penser une conflictualité qui n'est pas seulement localisée, comme dans le cas de la subfonction formelle, et même encore celui de la subfonction réelle à tel ou tel secteur de la vie des sociétés dominées par le capital, mais qui au contraire lui est entièrement coextensive. Alors vous allez me dire, on est à nouveau au pied du problème, on ne l'a pas résolu pour autant, mais quand même, c'est une proposition que je retiens de lui et devant laquelle je me sens en quelque sorte en permanence convoqué à la nécessité de réfléchir et d'agir. Merci, monsieur Dalida. Je passe tout de suite la parole à Judith Revel pour le texte Rapport relation deux visages du contre un et je vous accorde quelques minutes de plus. Pour La celles et parité ceux des qui sont- rôles. Pour celles et ceux qui sont dehors, il y a de la place ici. Et hein. vous avez un peu de place ici, enfin pour s'asseoir au sol. Hein. Non, il n'y a pas de chaise de libre, mais il y a un petit vide. Merci, Judith. Merci. Ouais, il faut. Je ne sais pas si la chose la plus difficile est de parler de Tony ou si c'est de parler après Étienne. La première fois que j'ai participé au ce qu'on appelait à l'époque le séminaire des Italiens, ça devait être Pâques 1991, je regarde Carl en 92, c'était dans le sous-sol de la librairie L'Harmattan, qui publiait Futur antérieur. Ça a duré 4 heures, ça semblait ne jamais finir, ça a duré 3 jours, mais avec par tranche de 4 heures, tout le monde fumait. Et moi qui sortais comme une bonne élève de l'agrégation, j'ai pris des notes pendant des heures et Tony m'a dit il va falloir apprendre à dormir pendant les réunions. Donc, je voulais remercier les organisatrices et les organisateurs pour ce travail absolument monumental, vous toutes et tous pour avoir nourri ces journées, vous toutes et tous pour avoir survécu au marathon, ce qui n'est pas une mince affaire. Je pense que Tony aurait éprouvé un certain embarras, je crois qu'aussi il aurait été content. Donc, quand au Père-Lachaise, donc en janvier 2024, j'ai dit que Tony était une singularité commune ou un singulier commun. Je pense qu'à l'époque, je ne faisais qu'exprimer un sentiment ou un affect qui devait beaucoup à l'état de sidération dans lequel je me trouvais. Je pense que cette année et demie qui nous sépare de la disparition de Tony m'a permis de chercher à faire quelque chose de cette simple idée, parce que c'est une simple idée, celle d'un singulier commun, de faire de cette simple idée autre chose et de le faire dans deux directions. D'une part, une hypothèse de relecture transversale de son travail, à la fois philosophique et politique, et puis de l'autre, la tentative de repérer un certain nombre de points qui en seraient les conséquences directes et que nous pourrions, nous, qui restons sans lui, engager dans un présent qui
en tout cas pour ce qui me concerne, n'a jamais été aussi difficile à affronter qu'aujourd'hui. Alors l'hypothèse de relecture que je propose vient de deux phrases en apparence très, très simples, très banales, que je lui ai entendu répéter un nombre absolument incalculable de fois. La première phrase, c'est « le capital est un rapport ». Et la deuxième phrase, c'est « une singularité, c'est ce qui n'existe qu'en relation avec d'autres singularités ». Rapport, relation. Alors, je ne vais pas faire ici l'exégèse de chacune de ces deux phrases, ni dire à quel point elles ont orienté sa lecture de Marx pour la première phrase et de Spinoza pour la seconde, à moins que ça ne soit l'inverse, c'est-à-dire que la manière dont Marx est attrapé par cette idée de rapport, où Spinoza est déployé à partir de la composition relationnelle de la multitude, ont installé chez Tony quelque chose comme un thème permanent ou une exigence qui était à la fois théorique et politique. Le fait que le rapport entre capital constant et capital variable soit précisément un rapport, que le rapport entre travail mort et travail vivant soit précisément un rapport, et que l'évolution historique de ce rapport, c'est-à-dire l'évolution historique du capitalisme tout entier, en soit aujourd'hui arrivé à une situation où, dans le travail cognitif, le travail vivant, alors même qu'il demeure théoriquement soumis au capital fixe quand il développe sa capacité productive, peut investir ce dernier, puisqu'il en est à la fois le sujet, la matière et le moteur vivant, ouvre très évidemment la voie à quelque chose comme une réappropriation du capital fixe par le producteur cognitif. Ce qui m'importe ici, c'est d'insister sur le fait que, bien avant ces formulations, qu'on trouve effectivement dans les dernières années, à partir de Assembly, coécrit avec Michael, donc en amont de ces formulations, dès le départ, structurellement, on trouve l'idée que c'est parce qu'il y a rapport qu'il peut y avoir conflictualité ou antagonisme. Ce rapport qui se donne sous la forme d'un contrat de cession de la force de travail, dit Marx, c'est bien entendu une mystification. Mais c'est aussi la possibilité de quelque chose comme une réversibilité. Étienne a à peine utilisé le même mot. Réversibilité, c'est-à-dire la possibilité de la lutte. Premier élément, donc, le capital, en tant qu'il est un rapport, porte en lui la possibilité, sa propre réversibilité, de son propre retournement. Et en même temps, dire ça, ça n'est pas suffisant. Parce que dire qu'un rapport s'établit entre deux éléments ne signifie pas que ces deux éléments mis en relation soient équivalents, soient symétriques et équivalents. Et c'est là peut-être que intervient, en tout cas pour moi, la révolution copernicienne opéraïste. La subjectivation du travail vivant anticipe la transformation du capital. Et c'est ce que Tony a maintes fois décrit comme, alors je le cite, l'asymétrie intransitive du travail vivant face au travail mort. Fin de citation. C'est dans cette asymétrie que s'enracine l'ontologie négrienne. Et cette asymétrie, elle est d'autant plus forte qu'elle se donne aujourd'hui sur un terrain, celui de la socialisation du capital, celui de la vie tout entière mise au travail, qui, en même temps qu'il enregistre une subsomption de la vie tout entière sous le capital, et hier, lors d'un panel, Andrea Fumagalli, en se référant au chapitre 6 inédit du Capital, se demandait si c'était une subsomption formelle ou une subsomption réelle, ou les deux à la fois, ce que Andrea et Cristina Morini ont qualifié de subsomption vitale pour désigner l'une et l'autre chose. Alors moi, ça me va bien si vital n'est pas ici mis en rapport avec quelque chose comme un vitalisme, mais renvoie au caractère toujours déjà social et politique de la vie. Donc, en même temps que cela, cette asymétrie affirme aussi une excédence biopolitique sur le terrain de la production et de la reproduction sociale. Cette asymétrie, l'affirmation de cette excédence, requalifie le rapport de capital. Et si on y pense, c'est aussi l'opération que Tony effectue, je crois que c'est une opération lecture, l'opération que Tony effectue dans sa lecture de Spinoza. Le rapport entre pouvoir et puissance est requalifié ontologiquement sous le signe de l'asymétrie constitutive de ce rapport. Et c'est aussi l'opération qu'il effectue dans sa lecture de Foucault, et là je reprends tout à fait les analyses de Luca et Max du dernier panel, dans sa lecture de Foucault,
le rapport entre biopouvoir et biopolitique, entre pouvoir sur la vie et puissance de la vie, entre dispositifs d'assujettissement et pratiques de subjectivation, est requalifié ontologiquement par cette asymétrie constitutive. Deuxième élément, donc, à la séquence rapport, réversibilité, antagonisme, il faut ajouter l'excédence de la production subjective. À la séquence rapport, réversibilité, antagonisme, il faut ajouter la dimension ontologique de la symétrie et il faut en faire le nouveau terrain de la conflictualité. La seconde phrase à présent. La singularité, c'est ce qui n'existe qu'en relation avec d'autres singularités. Dans la volonté de distinguer la notion de singularité de cette autre notion si importante pour la pensée politique moderne, qui est celle d'individu, joue à nouveau la notion du rapport. Il n'y a de singulier qu'en relation. Et on sait comment, à partir de ça, Tony a proposé une histoire de la pensée politique moderne alternative, cette altermodernité qui passe par Machiavel, puis Spinoza, puis Marx et qui arrive à Deleuze ou à Foucault. La singularité, c'est l'affirmation que la forme du rapport n'est pas ce qui arrive aux individus en les liant entre eux. C'est au contraire ce qui les constitue comme tels. La relation est la structure intime du social, elle représente la trame, et c'est une trame ontologique. Alors de ça dérive, je crois, plusieurs conséquences. La première, c'est qu'il ne faut pas penser la question des relations sociales ou la question de l'architecture politique comme étant la question de la meilleure organisation possible, ou en tout cas la question de la moins pire organisation possible, d'éléments premiers qui seraient les individus. Étymologiquement, les individus sont ceux qui ne peuvent pas être ultérieurement divisés, scindés, donc les atomes, si vous voulez, de toute construction sociale ou politique. Et c'est cette conception atomistique sur laquelle repose, par exemple, toute l'hypothèse hobbesienne. Chez Hobbes, les individus, étant par nature libres et égaux, et cette liberté, cette égalité les vouant paradoxalement à la catastrophe, au jeu instable, vain, délétère des alliances et des retournements d'alliances, c'est-à-dire à la guerre de tous contre tous, il faut quelque chose qui les organise. C'est-à-dire aussi, immédiatement, qu'il les fasse obéir, dit Hobbes. Et cette chose, c'est bien entendu le Léviathan. L'obéissance comme prix de la paix et de la sécurité, voilà donc la leçon hobbesienne. Et c'est, si vous y pensez, une leçon d'une actualité impressionnante. Obéissance contre paix et sécurité. C'est aujourd'hui l'équation qui nous est en permanence proposée, y compris et surtout quand la guerre globale, comme diraient Michael et Sandro, est partout. Mais au-delà de la question de la guerre et indépendamment de la question de l'obéissance, l'individualisme méthodologique est partout dans la modernité, pas dans la dans l'altermodernité. Alors, de ça, un seul exemple que je donne souvent parce qu'il est particulièrement éclairant, je l'ai donné au séminaire il y a quelques semaines, mais je le redonne. Quand à Notre-Dame-des-Landes, il y a 7 ans, pour tenter de trouver une issue juridique au conflit qui s'enlisait, on a proposé aux zadistes des conventions individuelles pour régulariser les occupations. Ce qui était juridiquement exigé, c'était l'identification nominale et individuelle de chaque projet d'utilisation des parcelles de terrain occupées. Ces conventions individuelles excluaient de fait tout ce qui faisait de Notre-Dame-des-Landes autre chose qu'une somme de projets agricoles individuels. À la fois parce que ces projets étaient bien plus qu'agricoles, parce qu'il s'agissait d'expérimenter des pratiques et des modes de vie. Mode de vie, chez Tony, ça vient de chez Foucault, ça vient du texte de l'amitié comme mode de vie, et mode de vie, ça implique des pratiques, et rien d'autre que ça, et c'est pour ça qu'il ne dit pas forme de vie, c'est pas une stylistique de l'existence, ce sont des pratiques d'existence. Donc, à la fois parce que ces projets étaient bien plus qu'agricoles, pratiques et modes de vie, d'autres manières de vivre ensemble, et puis, bien entendu, parce que tout cela était une élaboration politique, démocratique, de type nouveau, et puis parce que précisément pour cette raison, la dimension du collectif était centrale. Mais
Un collectif, encore une fois, revendiquant sa tenue et sa cohérence, sans pour ça prendre la forme de l'un. La ferme des 100 noms, précisément, avait 100 noms et n'en avait pas qu'un seul. Donc un collectif constitué par l'ensemble des relations nouvelles. Il s'agissait à la fois de vivre et de mettre au travail. Alors, quelles conséquences à ça? Quelles conséquences au refus de s'inscrire, je vais demander un petit peu, dans une grammaire de l'agir individuel? Quelles conséquences à la décision à la fois théorique et politique d'affirmer que la singularité, c'est ce qui n'existe qu'en relation avec d'autres singularités? La première conséquence consiste probablement à mettre en avant que toute personne, en tant que singularité, précisément parce qu'elle n'est pas un individu, n'est pas réductible à une unité, mais qu'elle engage tout un réseau de relations qui la constituent en tant que telle, qui la produisent en tant que telle. Et pour revenir au premier point que j'ai proposé au début de cette intervention, l'affirmation selon laquelle le capital est un rapport, et si on se souvient qu'il faut ajouter à cela l'idée absolument fondamentale chez Tony d'une historicité du devenir de ce rapport, c'est-à-dire d'une transformation historique du capitalisme, il me semble que ce qui fascinait Tony, c'est que cette condition ontologique, celle d'une relationnalité première produisant les singularités comme telles, ait trouvé sa vérification explicite dans la forme historique prise par le capital lui-même dans le dernier tiers du XXe siècle et dans le premier quart du XXIe siècle. C'est-à-dire la socialisation du capital, la centralité toujours plus marquée de la coopération dans les procès de valorisation, c'est-à-dire aussi ce que Michael et Tony ont appelé la production du commun. Et bien entendu, cette confirmation directe donnée par l'évolution du capitalisme ne signifie en rien que la partie soit gagnée. On voit aujourd'hui, avec la réponse que constitue la financiarisation dans un premier temps, et puis avec cette autre réponse que constitue aujourd'hui la guerre, la violence de l'affrontement en cours. Mais il en va malgré tout d'une sorte de superposition entre le tissu ontologique et le moment historique qui est le nôtre. Jamais, sans doute, en tout cas pour moi, l'idée du repérage de la tendance qui obsédait à un tel point Tony n'a eu d'acuité plus grande. Alors, je voudrais citer brièvement un passage, c'est archi connu, mais de l'introduction de 57 des Grundrisse, parce que je pense qu'on est exactement dans cette question. Marx écrit « Plus on remonte loin dans l'histoire, plus l'individu, et donc également l'individu producteur, apparaît comme non autonome, comme appartenant à un tout plus grand, tout d'abord sous le mode tout à fait naturel de la famille, et dans la famille élargie en tribu, puis plus tard dans la communauté sous ses différentes formes, nées de l'opposition et de la fusion des tribus. Ce n'est qu'au XVIIIe siècle, dans la société civile bourgeoise, que ces différentes formes d'interdépendance sociale se dressent face à l'individu singulier, comme de simples moyens en vue de ses fins privées, comme une nécessité extérieure. Ce n'est qu'au XVIIIe siècle. Mais Marx ajoute immédiatement que l'interdépendance sociale pourrait bien être considérée comme un fond à partir duquel penser toutes les époques de la vie sociale et de la production. Je recite un peu plus loin. Cet universel ou ce commun isolé par comparaison est lui-même un ensemble aux articulations multiples qui se scindent en des déterminations différentes. Fin de citation. Donc, cet universel, pourtant toujours historiquement déterminé, c'est la forme de la relation elle-même dans son caractère premier. C'est l'interdépendance au fond ou comme fond du politique. C'est la relation et la composition comme matrice première. Et toute la mystification du capital a sans doute été précisément cela, dissimuler doublement cette interrelationnalité fondamentale sous la figure de l'individu roi d'une part, et sous la figure massifiée et non moins unité de la société de l'autre. Alors, Marx encore un tout petit peu plus loin, et j'arrête avec les citations, mais en fait,
Une fois que la forme bourgeoise a disparu, qu'est-ce que la richesse? Sinon, l'universalité des besoins, des capacités, des jouissances, des forces productives des individus, universalité engendrée dans l'échange universel. Sinon, le plein développement de la domination humaine sur les forces de la nature, tant sur celle que l'on appelle la nature que celle de sa propre nature. Sinon, l'élaboration absolue de ses aptitudes créatrices, sans autre présupposé que le développement historique antérieur qui fait une fin en soi de cette totalité de développement, du développement de toutes les forces humaines en tant que telles, sans qu'elles soient mesurées à une échelle préalablement fixée. Fin de citation. Éloge du divers, de la relation, de la production comme puissance d'invention, et dans cette production, il faut entendre aussi l'invention toujours reproposée des sujets par eux-mêmes, parce que au départ, il y a toujours du multiple en relation, des structures de rapport, des structures de dépendance ou d'interdépendance. Ça n'exclut bien entendu ni le conflit, ni les antagonismes, mais ça fait de la destitution du présupposé individualiste le premier et le plus nécessaire des moments de toute critique politique. Aujourd'hui, le capitalisme a investi le terrain de la relation. Et sa mystification, c'est pour ainsi dire redoubler à l'exploitation, c'est ajouter l'extractivisme. Et donc, c'est sur ce terrain qu'il s'agit de se battre. Deuxième conséquence d'une politique des singularités considérées comme des productions ou des effets des relations dans lesquelles elles sont engagées. Ça me semble être le refus intransigeant, en tout cas chez Tony, d'une politique des identités. Deux raisons à ça. D'une part, tout acteur, actrice, tout acteur, pris en tant que singularité, dans un réseau de relations avec d'autres singularités, c'est-à-dire dans une multitude, hein, et j'emprunte ici volontairement le vocabulaire à Tony et Michael, n'est précisément pas un individu. C'est-à-dire qu'il n'est pas lui-même réductible à une unité, à une sorte d'atome social et politique ou d'élément premier du politique. Et je crois qu'il faut mesurer ce que ça signifie. Dire cela, c'est aussi affirmer qu'il est en lui-même non pas un élément premier, mais en tant que tel, lui-même, à l'intérieur de lui-même, une multitude de déterminations qui s'entrecroisent en lui et qui le font être ce qu'il ou elle est. Une singularité, c'est donc, pour ainsi dire, le point d'articulation entre deux dimensions multitudinaires, si vous voulez. Celle du réseau des rapports qui mettent cette singularité en rapport avec d'autres singularités, qui l'agencent avec d'autres singularités. Et c'est ce qu'on pourrait appeler la structure coopérative de la multitude. Et puis, il y a la multitude que cette singularité est en son intérieur, c'est-à-dire l'ensemble complexe des déterminations que cette singularité est, et qui constitue autant de points d'accroche pour les autres singularités. De cette multitude du dedans, de cette démultiplication des prédicats qui constituent tout sujet, contre la logique de l'assignation identitaire, je crois qu'on ne parle pas assez. Et il me semble pourtant que quand on lit Tony, on a la nette impression que tout l'enjeu stratégique des luttes, surtout aujourd'hui, consiste peut-être à déterminer en fonction d'un état précis des rapports de force, en un lieu et en un moment donné, quelle forme peut prendre le rapport entre des singularités en elles-mêmes, c'est-à-dire en leur intérieur, c'est-à-dire multitudinaire au-dedans, pour que leur agencement soit le plus efficace possible dans un contexte donné. Si on assigne à chaque singularité une et une seule identité, il est évident que la question de la mise en rapport de ces identités devient immédiatement celle de la compossibilité de ce que chacune d'entre elles représente. Une différence, chacune sa différence. Mais également celle du danger que représente la tentation toujours présente de la hiérarchisation des différences entre elles. Alors pour le dire en termes beaucoup plus directs et clairs, pensez par exemple l'intersectionnalité comme un phénomène de composition, de détermination univoque, c'est-à-dire penser l'intersectionnalité comme un mécanisme additif. Et de là,
naissent presque nécessairement des effets de re-hiérarchisation des différences en fonction de ce qu'on considère comme la contradiction la plus importante, et puis au contraire, celle qu'on considère comme la contradiction seconde, ou la contradiction troisième, ou quatrième, ou énième. Et je ne reviens pas sur le non-sens à la fois théorique et politique qui fait s'affronter les partisans ou les partisanes de la classe au détriment de la race et du genre, ou au contraire celles et ceux qui oublient les déterminations de classe sous l'urgence par ailleurs absolument réelle de penser des phénomènes de racialisation ou de discrimination de genre. Cet affrontement absurde, c'est l'effet immédiat d'une pensée de l'individu comme individu unitaire, comme une différence, comme un prédicat, c'est-à-dire comme identité individuelle. Même l'idée de la confluence ou de la convergence des luttes, en réalité, est le prolongement de cette logique-là. Mais si, au contraire, on pense les singularités comme étant déjà en elles-mêmes des multiplicités, des multitudes au-dedans, parce qu'aucun et aucune d'entre nous n'est jamais réductible à un seul prédicat ou à une seule identité, valant identité, un prédicat valant identité. Alors il devient possible de démultiplier les formes de relationnalité, de penser la composition des différences comme une stratégie politique à mettre en œuvre à un moment donné. La stratégie politique consiste à dire la démultiplication des possibles rapports entre les singularités sur la base de la démultiplication de ce que ces mêmes singularités sont, puisqu'elles sont en elles-mêmes des multitudes de déterminations, démultiplie les possibilités concrètes de créer des points d'accroche, d'inventer des modes de transversalité, de synergie, c'est-à-dire de solidarité, d'agir commun, de lutte commune. Cette démultiplication doit faire l'objet d'un choix politique. Il s'agit, et d'une décision, il s'agit de décider à chaque moment quel point d'accroche, quelle composition intersectionnelle on construit. Je viens de parler d'une dimension qui est celle de la conflictualité. Il est évident que le raisonnement vaudrait a fortiori pour l'expérimentation de formes de vie ou de modes de vie partagés, modes de vie partagés nouveaux, pratiques d'une démocratie qui serait précisément redéfinie sur cette base. Mais ça n'est pas tout, parce que il faut se souvenir que pas plus que les singularités ne sont des éléments premiers réductibles à un seul prédicat, sous la forme d'une identité univoque, elles ne sont des éléments statiques. Et l'agencement des singularités, leur composition est une expérience qui, en retour, les transforme et les déplace par rapport à elles-mêmes, c'est-à-dire transforme et déplace aussi les effets de composition auxquels elles participent. Donc, penser la radicalité d'une politique des singularités qui soit une politique non identitaire des singularités, c'est, me semble-t-il, inscrire au cœur de cette expérience le devenir, c'est-à-dire la transformation des formes de composition, l'histoire des formes de composition. C'est renoncer définitivement à une politique des identités. Ça ne signifie pas que dans telle ou telle situation, une politique des singularités en relation, c'est-à-dire une politique du commun, ne doivent pas prendre en charge une situation d'inégalité, une situation de discrimination, une situation d'assujettissement, touchant certaines et certains plutôt que d'autres, mais que ce que je nomme prise en charge, prendre en charge, ce que je nomme prise en charge, qui vaut tout à la fois pour repérage et pour résolution, ne doit pas assigner à une population déterminée, une fois pour toutes, une place, une nature, une raison sociale, un nom. Bref, encore une fois, les contours rassurants et immuables de l'identité. Toute la question de la correspondance, de l'adéquation ou pas de la composition technique et de la composition politique de la classe, pour reprendre un vocabulaire classiquement opéraliste, est, me semble-t-il, chez Tony, le point d'enracinement de cette question absolument fondamentale chez lui, depuis les tout premiers écrits dans les années 60, dans la fin des années 50, qui est cette question fondamentale de l'historicité. Il s'agit de battre en brèche
l'historicisme philosophique, c'est-à-dire toute conception téléologique ou positiviste de l'histoire, mais il s'agit de mettre en pratique, d'un point de vue méthodologique, cette chose finalement très foucaldienne, qui est un présupposé méthodologique d'historicisation permanente, d'historicisation radicale, repérer, décrire, analyser, comprendre le présent dans sa différence, c'est-à-dire aussi se mesurer avec le présent. Et on ne dira jamais assez que l'instrument privilégié, pour ainsi dire, à deux têtes de cette analyse du présent, qui suppose une pratique d'historicisation, c'est l'enquête, d'une part, et on en a beaucoup parlé, et la saisie de la tendance de l'autre. Alors, je vais terminer. Il importe, je crois, de qualifier ce devenir qui s'oppose aux identités. On a parlé d'ontologie. Ce devenir est une expérimentation permanente. C'est une invention permanente. Mais cette invention, elle ne se fait jamais hors conditions, hors monde, hors détermination historique. Elle est prise dans des rapports de pouvoir. Et la question du repérage, du maillage et des dispositifs de pouvoir est absolument fondamentale. Mais il importe d'insister sur le fait que c'est avant tout de l'intérieur de ce maillage de l'existant, qui est là et qui pèse, qu'une invention, une création, une inauguration, ce que Foucault, pensant précisément à la question de la constitution des sujets, qu'ils soient individuels ou collectifs, nommait des modes de subjectivation ou des inventions de modes de vie, avait déployé à la fin de sa vie. Alors, bien sûr, les modes de subjectivation, les processus de constitution des sujets, peuvent être induits par des pratiques et par des discours de savoir et de pouvoir, mais ils peuvent aussi toujours et simultanément, j'insiste, simultanément, être conçus comme une, au moins partielle, autoconstitution. Et cette création, cette inauguration de modes de rapport à soi et aux autres, Foucault la nomme production. Et je crois qu'il s'agit de ne jamais cesser d'inventer ou d'expérimenter autrement ce que l'expression sujet politique peut signifier. Foucault, dans un passage de 78, qui est un long entretien donné en Italie, je crois que ce n'est pas un hasard, on est en 78 en Italie, il se passe des choses en Italie à cette époque-là, dit, et c'est un passage sur lequel moi je n'arrête pas de revenir, mais c'est un passage qui obsédait Tony, donc je le lis très volontiers, parce que ça a à voir avec le rapport à Marx. Foucault dit, nous tournons là autour d'une phrase de Marx, l'homme produit l'homme. Comment l'entendre? Pour moi, ce qui doit être produit, ce n'est pas l'homme tel que l'aurait dessiné la nature ou tel que son essence le prescrit. Nous avons à produire quelque chose qui n'existe pas et dont nous ne pouvons savoir ce qu'il sera. Quant au mot « produire », je ne suis pas d'accord avec ceux qui entendraient que cette production de l'homme par l'homme se fait comme la production de la valeur, la production de la richesse ou d'un objet d'usage économique. C'est tout aussi bien la destruction de ce que nous sommes et la création d'une chose totalement autre, d'une totale innovation. Alors, bien entendu, vous imaginez la réaction d'un certain nombre de marxistes à l'époque. Dans une conférence donnée à Cambridge en avril 2015 et publiée sur le site de Euronormade, où, entre parenthèses, Tony démontait avec force et avec une très évidente indignation l'idée même d'un post-opéralisme, il croise, Tony, le thème de l'invention et celui de l'historicité. Et ça donne, à propos de la méthode et de la pratique politique de l'enquête, les lignes suivantes. La traduction est la mienne. Je vais finir. Donc, c'est Tony qui parle. Cette immersion dans l'historicité des luttes n'a constitué en aucune manière une opération individualiste. Les conditions d'une constitution collective du sujet, de classe, étaient en réalité données. On ne pouvait en tenir compte que si le militantisme se reconnaissait comme une pratique qui consistait à creuser le « nous », à destituer l'individualité.
et à accorder une attention au fait de faire valoir la vérité. Il est clair qu'avec cela, on peut revenir à l'opéraïsme en le considérant comme le lieu à partir duquel il est possible de construire un mouvement politique, de se reconnaître dans le mouvement politique de libération. Fin de citation. Alors, je n'ai pas le temps de développer, mais ce que l'on a dit de la nécessaire décomposition d'une grammaire politique des éléments premiers à la hauteur des individus, ça vaut à l'autre extrême de la chaîne de la conceptualité politique pour toutes les formes de représentation moderne du collectif. Les mouvements, en particulier en France, avant et après le séjour de l'EPAC légalais en prison, c'est-à-dire pendant les années d'exil entre 83 et 97, et puis après le retour en France en 2004, les mouvements sociaux ont fasciné Tony, qui n'a pas cessé d'essayer d'en comprendre les spécificités et les dynamiques internes, parce que quand je dis Tony, c'est Tony en relation avec tous les autres qui sont ici dans la salle et bien d'autres encore. L'exposé du collectif de ce matin du séminaire Capitalisme collectif, cognitif était de ce point de vue-là particulièrement fort. Il était alimenté, il était nourri par ces mouvements et par l'analyse qu'il en faisait. Il était fasciné en particulier par deux aspects dans tous ces mouvements-là, depuis la coordination des infirmières jusqu'aux gilets jaunes. Le caractère non soluble de ces mouvements dans la grammaire de la démocratie représentative. Si, au nombre des conditions de possibilité du fonctionnement établi de cette démocratie, ce qui pour nous modernes représente encore trop souvent le sol de ce que nous reconnaissons plus généralement comme la politique, il y a le présupposé qui consiste à exiger que l'un prévale. L'un, c'est-à-dire la condition de l'unité, qui joue tout à la fois du côté des représentations du pouvoir et du côté de la représentation des sujets politiques. Et donc voilà, Hobbes, de retour. Les humains en multitude forment une personne une quand ils sont représentés par un seul homme ou par une seule personne, de sorte que cela se fasse avec le consentement de chacun des individus particuliers de cette multitude, dit Hobbes. À quoi il s'empresse d'ajouter, c'est l'unité du représentant et non l'unité du représenté qui fait la personne une. Et ça signifie que l'unité du pouvoir souverain, la personne une, n'est pas produite par l'unification préalable de tous les hommes représentés par lui, mais que c'est au contraire parce que le pouvoir souverain qui représente les hommes est un, que ces mêmes hommes peuvent finalement cesser d'être condamnés à la division, à l'éparpillement et à la violence de la multitude. La multitude qui, par définition, n'est pas une, mais qui est multiple. Et le second motif de fascination a à voir à nouveau chez Tony avec la nature excédentaire, ontologiquement excédentaire de ces mouvements. Cette excédence, la nouveauté dont ils sont l'expression, elle est ni bonne ni mauvaise, ou plutôt elle peut être bonne ou elle peut être mauvaise, mais c'est pas ça le problème. Il s'est agi pour Tony c'était aussi ça le problème, mais pas immédiatement, dans un deuxième temps. Parce qu'il s'est agi pour Tony de faire valoir, avant toute chose, que ces mouvements n'étaient pas des épiphanies. Il fallait donc avancer, dès le départ, cette affirmation, la radicalité, la nouveauté, si vous voulez, d'un phénomène politique ne se mesure pas à son caractère épiphanique, ne se mesure pas au fait que ces mouvements prétendent apparaître en dehors de toute détermination. Le surgissement n'est jamais hors sol. Et pourtant, il y a aussi à identifier quelque chose comme une nouveauté, comme une irréductibilité, ce débordement du cadre établi, ce surplus, cette excédence. Et peut-être que débordement ou surplus ne sont pas des termes adéquats parce qu'il faudrait penser débordement par rapport à un bord, c'est-à-dire la permanence d'un cadre, alors que ici, ce qui est en jeu, c'est un changement radical de grammaire politique. Un autre cadre, pas le débordement du cadre actuel. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans la politique? On exige de ces mêmes phénomènes politiques et sociaux, quand ils se donnent, qu'ils parlent encore dans une grammaire dont ils représentent précisément
le point d'hérésie, et je reprends l'expression d'Étienne, parce qu'ils en montrent simultanément le fonctionnement passé et l'épuisement présent. Et quand ils ne sont pas en mesure de le faire, de parler dans cette langue, dans cette grammaire dont ils représentent le point d'hérésie, leur dénonciation intervient systématiquement par une sorte de qualification de leur caractère irréductible, de leur nouveauté en termes de violence, de danger, de glissement hors du cadre supposé et rassurant de ce qui est, de antidémocratie, etc., etc. Et c'est bien sûr ce qui s'est passé, par exemple, et ça n'est qu'un exemple, pour les Gilets jaunes. Alors, une note en forme de conclusion. Le contraint, qui était dans mon titre. Le contraint, c'est, vous le savez peut-être, le titre, le sous-titre que la Boétie donne à son discours de la servitude volontaire. Et on commente souvent ce texte extraordinaire pour ce qu'il dit du désir paradoxal des humains d'être gouvernés. Finalement, c'est aussi une question qui se pose aujourd'hui quand on regarde un certain nombre d'endroits en Europe, ou les États-Unis, par exemple, ou des pays d'Amérique latine. Désir d'être gouvernés. On prête moins attention à cet étrange et pourtant très explicite sous-titre contraint qui a déterminé le titre de mon intervention aujourd'hui. Alors, en réalité, quelques-uns en ont perçu l'importance et je pense en particulier à Claude Lefort. Alors, c'est un Claude Lefort d'avant le tournant définitivement, je ne sais pas, mais en tout cas dramatiquement libéral du tout début des années 80, fin des années 70, dans un texte qui est précisément l'introduction que Claude Lefort donne à la réédition du texte de la Boétie en 76, réédition où on trouve aussi un texte de Pierre Clastres et un texte de Miguel Abençour. Tout semble en réalité tourner autour de ce problème. Que devons-nous entendre par ce mot d'un UN? À quoi est-ce qu'il renvoie? Et Lefort fait une chose intéressante. Une fois rappelé que pour la Boétie, les hommes, donc par désir et bientôt par volonté de servitude, sont charmés par le seul nom de l'un, il faut bien reconnaître aussi du côté des hommes quelque chose comme une unité, sans quoi leur humanité commune perd toute consistance. Ça, c'est le problème de la Boétie. Comment est-ce qu'on rend compte de l'humanité sans la réduire à l'un? Alors, Lefort souligne la difficulté. Les hommes ont quelque chose en partage. Et pourtant, ils sont aussi irréductiblement distincts. L'humanité est une, mais comment comprendre que cette unité ne se rapporte pas immédiatement au pouvoir d'un seul? Dit dans un vocabulaire qui n'est pas celui de la Boétie, comment maintenir les singularités qui composent l'humanité en tant que singulière, c'est-à-dire en tant qu'elle n'existe qu'en relation, en tant que différence en relation, et en même temps maintenir le présupposé d'une humanité une. Alors la réponse de la Boétie est assez étonnante dans le discours. Elle repose sur une sorte de retravail de la notion de moule. La Boétie dit il existe un même moule dont sont issus les hommes, parce que la nature a placé d'entre eux, a placé entre chacun d'entre eux un commun, et la Boétie qualifie ce commun. Je cite la Boétie. Cette bonne mère, la nature, nous a donné à toutes et à tous la terre pour demeure, nous a tous logés aucunement en même maison, nous a tous figuré à même patron, c'est le moule, afin que chacun puisse se mirer et quasi se reconnaître l'un dans l'autre. Mais malgré tout, ajoute la Boétie, elle nous a donné à tous ce grand présent de la voix et de la parole pour nous accointer et fraterniser davantage et faire, par la commune et mutuelle déclaration de nos pensées, une communion de nos volontés. Et on retrouve la question du langage dont parlait Étienne. Ce commun, c'est, pour la Boétie, la possibilité extraordinaire d'affirmer simultanément la communion et les différences, le commun et les différences. Chaque singularité n'efface pas la possibilité de la reconnaissance de l'autre, précisément parce que nous avons en partage d'être absolument singuliers. Le commun ici, c'est celui de la différence, que chacun d'entre nous représente de manière absolument irréductible. Et c'est la parole que nous avons en partage qui rend possible le déploiement des voix différentes et qui, à son tour, permet la communion des volontés.
L'humanité, elle est donc bien une, mais cette unité n'est saisissable qu'en ce qu'elle engage immédiatement la mise en rapport des singularités irréductibles que nous sommes. Et Lefort commente alors c'est plus tard dans un texte qui consacre 25 ans plus tard à la monarchie de Dante, en 93, mais où la Boétie sert de sous-texte permanent, le signe visible de l'union est trompeur. En vérité, la nature nous a fait non pas tant unis que tous un, UNS au pluriel. Cependant, l'individu ne se découvre un que dans le rapport avec ceux dont il partage la vie. Ce dont s'aperçoit Lefort, c'est que le même moule, la même forme, ne signifie nullement chez la Boétie quelque chose comme une identité qui fixerait par avance les limites univoques de ce que doit être tout homme en vertu du moule qui le fait être comme tel. Et bien au contraire, c'est la capacité commune des différences, plus exactement l'ensemble des différences que chacun d'entre nous est, la capacité à entrer en relation, à coopérer, à communiquer, à concourir, dit la Boétie, qui est ici le commun des humains. Je saute parce que je suis trop longue et je me rends compte. J'ai presque fini. Alors, sans unité collective, et n'existant que dans et par les rapports qui nous lient et parfois nous attachent aux autres, est-ce qu'on est voué à la discorde? Et la réponse de Lefort, elle est connue, elle est la suivante. Si nous admettions que le jeu des différences, la conflictualité, ce qui ne cessera d'appeler la division originaire du social, mais c'est un bon lecteur de Machiavel, équivaut à la discorde, pardon. Si on admettait cela, alors ça serait oublier que précisément ce que nous avons appris de Machiavel et de la Boétie, et probablement aussi de Marx, et de tant d'autres, dans cette contre-modernité qui fascinait tant Tony, c'est que la division, la conflictualité, c'est le terrain de la démocratie possible. La Boétie, dans le discours, disait « La nature nous a donné à tous ce grand présent de la voix et de la parole pour nous accointer et fraterniser davantage. » Que la fraternité, aujourd'hui on dirait plutôt l'adelphité, soit le nom de ce qui échappe aussi bien à l'individu dont nous ne voulons pas, qu'à l'un dont nous ne voulons pas. Que l'adelphité représente ce tiers nécessaire entre la liberté des uns et l'égalité de tous, qui est à la fois la promesse et la garantie du commun comme coopération des singularités. Voilà ce qui finit par émerger du texte de la Boétie. Et je me disais en relisant certains textes de Tony, ou de Tony et Michael, ou de Tony et Sandro, et de tous ceux avec lesquels il a collaboré, mais finalement cette collaboration, c'est un formidable exemple de relation productive. Il adorait écrire et penser avec d'autres. Peut-être que si nous revendiquons cette adelphité qui fait si cruellement défaut au monde en ce début de XXIe siècle, si nous réclamons l'adelphité précisément parce qu'elle est capable de nous unir sans effacer chacune de nos singularités, si nous revendiquons l'adelphité comme le maintien des différences dans les relations, nous échapperons peut-être, au moins en partie, à la servitude volontaire. Revendiquer une politique des relations, si vous pensez que ce terme relation est un terme surdéterminé par une affectivité gentille, et en plus, comme je suis une femme, j'aggrave mon cas, relation, c'est toujours un petit peu sentimental. On peut aussi dire une politique des rapports ou une politique des différences. Alors peut-être qu'on aura une autre manière de nommer une politique des singularités, une politique du commun, et qu'on inclura dans cette politique des singularités, ou dans cette politique des différences, ou dans cette politique du commun, dans cette politique de rapport, quelque chose comme une conflictualité qui n'est jamais effacée et qui doit être plus que jamais aujourd'hui la nôtre. J'ai vraiment débordé. Merci.
Alors, je vais parler d'un débat, mais si vous le permettez, je pense qu'il y a pas vraiment de questions, enfin de temps à prendre pour des questions devant deux interventions de ce type. Premier point, je me permets moi de remercier tout de suite au nom du séminaire capitalisme cognitif Judith Revel pour sa présence. Il y a aujourd'hui une double valeur dans cette salle, et j'en n'en dis pas plus. Je pense que nous avons assez discuté, assez réfléchi pour repartir avec une valise pleine de concepts et d'autres pistes de réflexion sur lesquelles travailler, parce que le colloque de ce 2 jours ne se termine pas ce soir, mais il doit continuer si nous voulons faire en sorte que la pensée de Tony et de son souvenir continue de vivre en chacun de nous et en d'autres, dans un esprit commun. Je vais juste faire des annonces un peu plus ennuyants, mais très pratiques dont nous avons besoin. Première chose, un remerciement général à tout le monde. Les intervenants, vous avez été 51 ou 52, je ne sais plus, je ne compte plus. Le public qui a été autant nombreux, à peu près le même nombre de personnes pour ceux qui nous ont laissé leur contact. Les organisateurs, je vais essayer de les nommer, mais rappelez-moi tous les noms, parce que c'est vrai que le colloque est organisé par le séminaire capitalisme cognitif, qui est quand même fait de singularité, hein, et que je pense j'ai le devoir de rappeler par nom, donc je vais commencer pas dans l'ordre alphabétique, mais selon les têtes que je vois. Filippo Greggi, Davide Gallo Lassere, Federico Puletti, Alfonso Giuliani, Matteo Polleri, Andrea Di Gesu, Francesco Brancaccio, voilà, ils se cachent tous, Pierluigi Vattimo, il est où Massimiliano Nicoli et Luca Pastrinieri. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un, les garçons? Marta, Kamel, je ne sais pas où elle se cache. Francesca Ghileggi era presente alla fine. Giorgio Griziotti e il responsabile scientifico Carlo Vercellone. Pardon, le responsable scientifique Carlo. La traductrice que j'espère est en train de traduire encore Elisa Cecchinato. Voilà, donc je vous demande vraiment de les applaudir parce que le travail dure depuis un an. On ne va pas oublier les laboratoires et les universités qui nous ont quand même permis d'organiser aussi ce colloque. Donc, le laboratoire CEMTI de l'Université Paris 8, le laboratoire Sauvier-Paul de l'Université de Nanterre, le laboratoire COS de l'Université Paris 1, l'IMEC et l'ISMEA, que de manière économique ou pas, nous ont quand même fourni les moyens pour organiser ces 2 journées. Encore 2 informations très pratiques. Pour le dîner tout à l'heure, je vous ai parlé depuis ce matin d'un apéro dînatoire. Vous vous présentez au restaurant, vous allez directement à la caisse, vous payez 8 €, on vous donne un ticket qui vous donnera droit d'entrer dans la salle où il y a le buffet installé. C'est tout. Non. Pardon? Les chansons. Ah, et oui, je laisse le deuxième point, donnez-moi le temps quand même. Deuxième point, mais tu l'as envoyé le lien ou pas? Francesco. À qui? Deschamps. Non, il faut Alors, notre soirée sera quand même animée par Ed Emery et ses chants populaires. Normalement, nous avons aussi un lien à vous envoyer pour comme ça vous aurez les textes disponibles pour lire et chanter avec lui parce qu'il vous attend nombreux. Ok. Je vais appeler Elia Zaro qui veut nous faire une annonce. Je sais pas, je connais pas trop le contenu, mais ça fait partie du travail qui va continuer après. Elia, tu es où? Ah voilà, je t'ai pas vu. Very briefly, speaking with some of the comrades who have organized this wonderful meeting and following also what Judith told us about the politics of relations, we've had this idea of continuing this discussion
and building a global network of scholars and activists, which will continue to discuss on Tony with Tony. And so the idea is we could organize some meetings like this in other parts of the world, like biannually or something like this, and have seminars during the year online or in person or whatever. Have a website. So whoever is interested in this idea, let's talk, keep in touch, and we will start to give concrete flesh to this idea. Dernier annonce, ne bougez pas, vous n'avez pas encore le droit de bouger. Après, dans quelques minutes, nous allons sortir tous sur la terrasse, au moins pour ceux qui veulent, pour prendre une énorme photo du groupe en souvenir de ces 2 jours. Et avant de sortir sur la terrasse, j'appelle Carlo Vercellone, responsable scientifique du séminaire Capitalisme cognitif et psychologue, pour qu'il nous dise son petit mot de clôture. Bien, Carlo, je sais que tu es fatigué, on peut donner 30 secondes, on sait que tu es prêt. Me l'avevi detto prima. Vieni tu. Non, je remercie, je suis trop. Encore une fois, bonjour à tous et à toutes. Au moment de ce colloque, mon émotion est encore plus grande que lors de l'ouverture. Il serait bien évidemment impossible de faire une synthèse de la richesse des débats qui ont eu lieu, mais la seule chose dont je suis vraiment certain est que Tony serait fier du travail que nous y avons accompli et nous inciterait à poursuivre dans cette voie, ce que nous ferons sans doute dans le cadre du capitalisme cognitif et de 1000 autres initiatives. C'est pourquoi je voudrais saluer Tony et lui exprimer notre gratitude au nom de nous tous. Et c'est aussi en son nom que je tiens à remercier tous les intervenants et les membres merveilleux, je dirais, de ces comités d'organisation composé de moins jeunes, mais aussi de beaucoup de jeunes et brillants chercheurs et militants qui vont assurer sa relève. Nous n'avons encore rien défini précisément pour ce qui concerne les suites que nous donnerons à ces colloques, mais nous vous tiendrons bien entendu au courant à travers la liste de diffusion. Et sur cela, je vous dis au revoir. Je vous demande un dernier gros applaudissement pour Tony pour le saluer. Et on vous attend sur la terrasse avant d'aller au café, qui est celui d'en face que je crois que vous connaissez déjà tous parce que vous êtes allés vous chercher des cafés des États. Merci encore. E la foto? La photo, c'est sur la terrasse. La photo est sur la terrasse. De photos, ils ont de rooftop. Une mailing list du séminaire. Alors? Il y a une mailing list du séminaire. Oui, oui, oui. Ouais, comment on fait pour le faire ajouter? C'est moi. Donc, tu me donnes le mail et je t'ajoute. Tu peux l'écrire, toi, sur Oui, oui, tout de suite. Vas-y, c'est pas le moment. C'est juste qu'après, c'est que parce que j'ai vu l'info que hier, en fait. Je vais être. Alors. Ah, bien, pas que les gars. Grazie Judith, bella lezione. Ragazzi, di chi è questo? Liste. Lorrain. Qui? Bon, lequel je mets? Scrivi. Universitaire ou militant? Quello che Toujours la même question.
Attends. Ah, je suis pas habitué au match. Ah oui, parce Ah, que oui, c'est bon, c'est bon. tu la tastiera italiana. Point. C'est infini sommeil. Paris. Oh, point FR. F. Aspetta, ah oui, Paris 8, ok. Te Montel Oui. 02, ok, très bien. Grazie. Grazie a te. Eh? Sembra molto difficile. Ma perché se ne fa la tizia? Non ho capito. Adesso ho detto qualcosa con... Ma non mi pare. Sì, adesso andiamo a bere. Felicitaciones. Salió muy bien, salió muy bien. Mucha energía. Ahí está viniendo el Yo voy a... Sí. Oui, moi aussi, tout le monde. Non, des singularités. Ouais, mais je trouve que il y a des points de désaccord avec ce que tu fais, mais que c'est parce que Emiliano Brancaccio il fait aussi. Je trouve que là, on a une pensée vivante sur la guerre.
Ragazzi, chi c'ha una Matteo? 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 Mi dovete dare un hard disk, ragazzi, se no perdiamo alcuni video. È finito lo spazio. Dove te lo piglio il disco? No, ce l'ha Matteo. Ah. Libero Manzano che ha attaccato la mia Vale Basca. È bello perché Siete felici? Sì. Adesso poi abbiamo- dovremo mettere tutti i video, Ah, ok. li pubblicheremo tutti, ti invio il link, così poi si possono anche sottotitolare nelle varie lingue, perché adesso ci sono dei programmi per farlo. Sì, sì. Solo che è completamente finito il mio spazio e quindi adesso devo spostare i video qui. Cloud. Sì, perché Quindi c'è ancora un po' di lavoro. sì, devo Vedere, fare il tutto, devo trasferire alcuni video perché non c'è più spazio che più. Perché ogni video l'abbiamo registrato sia su Zoom sia su QuickTime e quindi ho un sacco di spazio. Avete fatto un lavoro? Andiamo giù a cantare dopo. L'inno di Potere Operaio, no? E c'è una lista, adesso vediamo il link. Cioè, C'è pure il Derek- canzoniere. Sì, più di uno. Ma in francese sempre? E Mi ricordo solo Nelama, neanche troppo bene. sarà in francese probabilmente. No, 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 che francese? Sono le canzoni italiane. No, no, sono tutte italiane, adesso è il momento italiano. Finalmente. Aspetta che ti do il link, infatti fatelo girare. Aspetta. Adesso te lo giro spostare. Parzialmente questo masso l'ho fatto un sito. Questa sera ognuno dovrà registrare perché all'interno c'è Sì, sì, sì. Siamo obbligati. Vogliamo vedere cantare. per noi. Ballare. Qui arriva anche uno giovane con la chitarra. Sì, giovane. No, giovane, grande di te. Lo so, Però- immaginavo. È Emery. Avevo intuito, forse, ho intuito. Compagno canta storie. Sì. E poi, È assicurato. e poi doveva La venire, special guest. e poi doveva venire anche Oreste. Io pensavo fosse lui il compagno giovane con la chitarra. No, c'è il compagno giovane con la chitarra, dovrebbe venire anche Oreste, ma dipende come si sente. Però è stato invitato. E poi c'è Sì, lo questo sapevo. matto inglese che è quello che ha fatto il video, che è un musicista. Quindi poi noi scendiamo giù e intanto si fa tutto al bar. Sì, ci fanno dei vassoi e poi C'è una quota. Com'è? C'è una quota. Sono tipo 8 euro. C'è Guelfo che mi chiama da prima. Perché Chi? c'hanno Guelfo. Quale- Carbone. Ah, perché? Oltre che il mio allenatore. Ah, sì, Sì, però. vuole sapere come è andata. Però no, c'era vandalizzato ieri di notte cioè, l'ingresso in centro sociale. Ah, ho letto. Beh, sì, proprio.
Ma perché Guelfo sta là? Mi scriveva per quello, per sapere, gli ho detto sentiamoci dopo, poi tra una plenaria un panel e l'altro. Ah, ed è il tuo allenatore Guelfo? Sì, sì, Ah, vedi? del corpo e dello spirito. Un hegeliano come lui, sa come tirarti su. Sai come ti Cioè, quindi c'è il judo e c'è No. e c'è Hegel. Esatto. Heidegger. Dai, ci vediamo dopo. Tomamos una... vamos a comer y a cantar. Sí, al mismo ahí. Al mismo. De la otra vez. Que cambió gestión. Sí, sí, sí. No es- Y me contó. Sí, La sí. chica. Después tomamos un Sì, cafecito. sì, sì. E hai cantautori italiani. Che buono. Camarat. E domani? Sì. Sì. Il problema è che devo ancora preparare quello che devo dire. Je dois encore préparer ce que je dois dire. Ah, no. Solo ir. Écouter ton cœur. Ok. Oui, mais ça, je l'avais déjà pensé. Francesco, ricorda che qui c'è Uno zaino. uno zaino e una tappatura. Ok. Non sai di chi è, no? Voilà. E non la guida. Bisogna socializzare con tutti il link. Delle canzoni? Certo. Non vale. Dove, capito quante cazzo siamo? Ma Cavallo viene, secondo te? Non so. Oreste dice che passava lui a una certa. Poi Oreste dice che passano. Speriamo. Ma sai che Oreste lui fa le notti piccole, come va in discoteca, verso mezzanotte. E poi fino alle 3 si tiene via che Faccio notare che il pubblico sta pulendo al posto vostro, eh? Guarda io che sto facendo. No, tu stai lavorando. Sono gli altri che stanno chiacchierando. Che ti serve? No, niente, ça va. Tutto bene. Ho quasi finito. Sto evitando di perdere le registrazioni. In follia. Sei proprio
qu'il arrive, il est en train de parler tout seul. Tutto bene, Sophie, terminato la registrazione. Je dis, tu parles avec qui? Je comprends, Ouais. je sais pas. Très bien. Bon, bravo. Ça fait une grande Tu réussite. avais le texte pour jeudi? Elle était bercée par Ah. Grazie a Balibar, grazie a toi aussi. Ah Non, mais Ah ouais, moi je pensais comment traduire ça. Quelle des phrases qui sont Oui, Moi, j'ai rien à dire. pendant que tu parles. Bah, parce que tu savais jamais où allait se terminer la phrase. Quelque chose à Il parle comme s'il parlait de l'allemand. Genre, juste la plus importante, c'est toujours à la fin. Bon. C'était génial, incroyable. Très émouvant. Vraiment, c'est super bien passé. Et tous les intervenants étaient hyper contents. Ils ont tous apprécié bon, d'avoir le fait d'être ici. J'étais très reconnaissant. Très content à la fin. Je remercie l'organisation au début et à la fin. Ouais. En fait, On a super bien vu. ouais, franchement, c'était une belle occasion de comparer. Ça, c'est un des meilleurs podcasts. Parce qu'en fait, c'est ce que je disais à une intervenante. Comme on fait ça une fois par mois déjà, d'avoir une discussion avec trois intervenants. On est habitué. Ouais, c'était important que ça ait lieu. Maintenant. Oui. Alors, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je sais pas si tu as vu, mais on a. C'était marrant aussi. C'était charquifié. Ah oui. Bon, c'est une belle occasion de rendre hommage aussi aux années. Pour leur génération. Moi, je suis content.